Bonjour, bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette édition de Dash Talk. Vous êtes sur Dash Media, émission d'actualité consacrée justement au débat sur l'actualité qui a eu lieu au cours de cette semaine. On va prendre une courte pause, autant pour nous de permettre aux invités de s'installer et on va vous présenter le sommaire par Jean-Marie Onambéli. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette première de Dash Talk. Le président Paul Biya de retour au pays après plusieurs semaines d'absence. Après une série de rumeurs alarmantes, début octobre, à propos de l'état de santé du président, le gouvernement avait rassuré que le chef de l'État se portait bien et rejoindrait le pays dans les prochains jours. Dès son arrivée à l'aéroport, des militants en liesse habillés de tenues décorées au portrait présidentiel sont venus saluer son arrivée à l'aéroport international d'Nsimalé. Si ces derniers sont soulagés de voir leur candidat naturel, une partie des Camerounais ont encore des questionnements concernant l'information autour et sur le premier des citoyens camerounais. Qui doit s'exprimer pour donner l'état de santé du président? Pourquoi cette communication reste opaque? Les Camerounais doivent-ils avoir les détails des déplacements de leur chef de l'État? Après le retour de Paul Biya, on se demande si l'information est mise à rude épreuve. Le chef de l'État à peine rentré, qui a signé la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. Sa signature et sa publication ce mercredi 23 octobre 2024 permet de savoir les grandes lignes sur lesquelles l'État va inscrire ses priorités pour l'année budgétaire 2025. La circulaire fixe ainsi les grandes orientations qui doivent guider l'élaboration du projet de loi de finances pour l'exercice 2025 en vue de permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de croissance et de développement inclusif et durable. Au cours de l'année 2025, l'objectif global de l'action publique reste le renforcement de la dynamique de croissance économique ainsi que son caractère inclusif afin de favoriser la transformation industrielle de notre tissu productif et une amélioration des conditions de vie des populations. La circulaire du chef de l'État définit les leviers d'action qui devront prioritairement être mis en œuvre. Quels en sont les objectifs? Armenga et ses invités nous donnent des réponses dans cette première de Dash Talk. Eh bien, merci à vous, Jean-Marie Onambéli. On a d'ailleurs vu, il est entré de plein pied dans l'annonce, la circulaire du président Paul Biya en ce qui concerne le budget 2025. Mais nous sommes d'abord dans le premier thème, le retour de Paul Biya, l'information à rude épreuve. Et je vous présente notre panel. Alexis Medjewang, il est fiscaliste agréé à CEMAC. Bonjour, monsieur, bienvenue. Merci, bonjour, Amel. Bonjour à tous les invités. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce débat, cette rencontre des débats sur des thèmes que vous avez bien voulu choisir, qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Alors très bien. Tout à côté de vous, Serge Gauthier Onanina, vous êtes journaliste expert en communication politique. Bienvenue sur ce plateau. Journaliste politique, c'est mieux. L'expertise en communication politique, c'est autre chose. Merci infiniment pour l'invitation et l'amitié que vous participez à cette première édition de ce café. Très bien. Journaliste politique, j'espère qu'on a retenu. Et en face de vous, Guy-Hervé Fongang, vous êtes directeur de publication du journal The Politics. Bienvenue. Bonjour Amel, merci pour l'honneur et l'amitié. C'est la toute première de l'émission Dash Talk. Merci pour l'honneur et l'amitié et merci surtout à ceux qui lisent et qui soutiennent le journal The Politics Hebdo. Voilà, il faut préciser The Politics Hebdo, TPH. Ils sont chaque jour un peu plus nombreux. Je tenais à leur dire toute ma gratitude et ma reconnaissance et on est très heureux d'être présent sur ce premier lancement de plateau et une fois encore, merci pour l'honneur, l'amitié. Espérons vivement que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Alors justement, votre dernière parution parle de la gouvernance foncière, une solution qui vient des promoteurs immobiliers. J'espère justement qu'on s'arrêtera sur le sujet. Merci à vous d'être là. Alors Paul Biya, le président du Cameroun, est mort dans un hôpital en France. C'est un message qu'on lisait sur X, vu plus de 160 000 fois depuis le 8 octobre. Et ce n'était pas le seul. Plus de 7 000 messages en moins de 24 heures. Serge Gauthier ont justement alimenté cette information, cette pseudo-information. Alors nous sommes là, l'information à rude épreuve au Cameroun. Est-ce qu'on atteint le plafond?
Oui et non. Oui, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la névrose du buzz. Les gens créent systématiquement le buzz pour exister. Oui, parce que le vide en matière de déficit d'information et de communication crée la rumeur. Et tant qu'il y aura du vide, les gens vont l'occuper et occuper l'espace, même si c'est pour fabriquer l'infox. Oui, parce que cet incident est le révélateur de la faiblesse des rédactions, notamment des services politiques, des rédactions des grands majors en termes de médias au Cameroun, c'est-à-dire que dans la presse écrite, dans la presse télé, audiovisuelle, il serait normal qu'il ait indiqué que les responsables des services politiques là-bas soient introduits au niveau des hautes sphères de décision publique et aient des sources d'informations privilégiées. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les rédactions au Cameroun se sont appuyées sur les activistes et les influenceurs. Ça veut dire que sur le plan méthodologique, il y a clairement et manifestement une faiblesse méthodologique du point de vue de la collecte de l'information, la critique des sources. Donc, c'est pour ça que je dis oui. Parce que normalement, dans un pays sérieux, si nous étions sérieux, et même sur le plan méthodologique, lorsqu'on annonce le décès du président de la République, évidemment, tous les journalistes n'ont pas, tous les médias n'ont pas relayé, mais ils le faisaient de façon tacite. Oui. Personne n'a pris le contre-pied en disant, comme pour l'affaire Martinez-Zegou, on voyait des gens faire des reportages en direct à partir du palais de justice. Personne n'a allé à Genève. Après même que le directeur du cabinet civil ait donné l'information, le fait que ce soit une information officielle ne signifie pas qu'elle est vraie. Personne n'est allé à Genève vérifier que le président y est. Personne n'est allé dans un hôpital de Genève vérifier dans ces hôpitaux qu'il est effectivement hospitalisé. Personne n'est allé dans les chancelleries diplomatiques parce que la question, moi en tant que journaliste politique, à mes équipes ou à moi-même, la première question que je me suis posée, c'est quel intérêt les chancelleries diplomatiques auraient-elles à cacher le décès d'un chef d'État dans leur pays pendant 20 jours? C'est-à-dire que Paul Biya serait décédé. Oui. Quel est l'intérêt qu'un pays et même ses ambassadeurs ont à le cacher? Vous voyez que ça prouve, c'est là des indicateurs de la faiblesse. Mais c'est aussi la faiblesse de la légèreté méthodologique du point de vue de notre opposition. Parce qu'elle a rapidement capté cette information sans chercher elle-même à recouper. Cela prouve que du point de vue des équipes, de leur structuration, de leur architecture, elles ne sont pas entourées d'équipes sérieuses qui ont la capacité de prendre du recul par rapport à des informations d'une telle gravité. Tout le monde s'est fondu en communiqué. Des gens ont fait des sorties pour demander où est passé le président de la République, et ainsi de suite. Mais personne n'a pris la peine de se poser la question de savoir est-ce que la source est crédible, est-ce que c'est un journaliste ou bien c'est quelqu'un de sérieux. Est-ce qu'eux-mêmes, les politiques, ils se rencontrent entre eux, ils ont communiqué. Et pour terminer, pour ne pas avoir à monopoliser la parole pour ce premier jet, c'est la preuve que ceux qui sont dans le système ont la capacité de manipuler l'opinion comme ils veulent. On ne va pas les dédouaner parce qu'en principe aussi, Madame Nga, à la présidence de la République du Cameroun, les majors en matière d'information au Cameroun devraient avoir un bureau. La présidente de la République du Cameroun devrait avoir un porte-parole. On est dans le digital. Le président est censé communiquer de façon systématique, régulière et permanente et continue. Ce n'est pas une faveur. C'est un élu de la République. Il a l'obligation de reddition des comptes aux populations qui lui ont rendu compte. Très bien. Comment on peut dire qu'on est aimé du peuple et on fait toujours des mystères sur ses activités? C'est aussi ça. Donc, en même temps, les journalistes sont faibles. En même temps, ont monté leur faiblesse. En même temps, ça a monté également l'incapacité organisationnelle de la communication au niveau du président de la République. Mais Serge Gauthier, Serge Gauthier est en train d'exposer là un problème, celui de la fiabilité des sources.
Parce qu'on a quand même des médias, notamment le média, la CRTV, qui aurait peut-être pu ou dû informer l'opinion publique par rapport à cette information sur l'état de santé du président Paul Biya. Je pense qu'il faut relativiser un peu les propos de Serge Gautier parce qu'il a peut-être la raison sur un point dans l'absence de la faiblesse de la communication structurelle de notre État qui en réalité n'anticipe pas suffisamment. Et la parfaite illustration, c'est la gestion de la crise qui a eu, parce qu'en fait c'est une communication de crise qui n'a pas été gérée dans la règle de l'art. Et cette absence justement de communication a été à l'origine de tout ce qu'on a observé durant près de 3 semaines à 1 mois. Non, il faut dire que c'est pas étonnant en réalité. Quand on a, comme moi, avoir la prétention d'avoir bien fait ses humanités, qu'on a lu peut-être le cours de Biya, les silences du président. En réalité, je veux dire que c'est dans l'ADN du chef de l'État de fonctionner ici. Donc, le malheur, c'est que les gens se sont laissés. Voilà, la presse, une certaine presse s'est laissée entraîner par le ramdam des hommes politiques et s'est facilement trop emballé. Moi, je suis de ceux qui savaient qu'il y avait l'information que le chef de l'État qu'il était vivant et qu'il reviendra aujourd'hui. Moi, par contre, moi, j'avais l'info. Et ceux qui sont un peu sérieux, qui ont un minimum de rigueur, savent exactement ce qu'il faut faire pour savoir si le président est vivant ou pas. Ça, nous, on le savait. Mais sauf qu'il ne me revenait pas, moi, par exemple, de donner ce type d'informations dans l'espace public. Et le fait que quand vous voyez davantage de fragilité j'ai failli même dire naïveté politique, parce que c'est bien après que les gens même se rendent compte qu'en réalité, les soi-disant 45 jours que tout le monde brandissait comme le délai en réalité n'existe nulle part. Et vous voyez que tout, pendant au moins 3 semaines, une certaine presse est embarquée là. Et même les hommes politiques, qu'on prenait au sérieux, tous se sont embarqués là-dedans. Il a fallu qu'avec du recul, que des gens qui ont autorité rappellent en réalité que, effectivement, tout ce qui est dit là est faux. Parce que sur le plan conditionnel, il n'y a aucun délai de 45 jours opposable au chef de l'État. Et toute la presse s'est emballée là-dedans. Et c'est davantage un autre indicateur, il y a une certaine presse évidemment, indicateur du diktat du politique dans la gestion des affaires de la cité. Et donc il faudrait que la presse aussi, à mon avis, devrait de temps en temps avoir du recul et faire un peu attention. Évidemment, ça plaisait à une certaine presse partisane de relayer ce type d'informations. Et puis la deuxième chose que j'ai observée, c'est qu'à la vérité, je n'ai pas compris cette obsession à vouloir absolument savoir où le chef de l'État est. Parce que quand bien il est là, on ne le voit pas beaucoup. Je veux dire que le chef de l'État peut faire 3 mois ici, sans que personne ne l'aperçoive. Et donc, cette obsession à vouloir absolument le voir, moi, ça m'a... J'ai pas compris, parce qu'il n'est pas quelqu'un de généralement très très visible. Et moi, j'ai pas compris cette manière de procéder. Et puis la troisième observation qu'il faut faire, c'est l'absence d'une agence de presse, qui en réalité est une solution, parce que ça manque chez nous. Et avec les moyens dont dispose notre gouvernement, avec tout ce qu'il débourse comme budget pour acheter des espaces dans les presses étrangères, snobant très souvent et prenant au haut la presse locale, on aurait pu, avec toutes ces sorties de pistes répétées, penser très sérieusement à mettre sur pied chez nous une espèce d'agence de presse. Je vais sortir par une grosse inquiétude que moi j'ai eue, après la cacophonie qu'il y a eu dans la gestion de cette communication de crise, qu'elle est dans tous les sens. On a l'impression que chacun peut prendre la parole et donner l'information au peuple. Moi, j'ai eu très peur avec cet épisode-là, bien que sachant qu'il était vivant. Moi, ça m'a rappelé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 1993. Souvenez-vous quand Houphouët-Boigny décède en Côte d'Ivoire. Il y a une sorte de panique générale. Vous avez Alassane Ouattara qui monte au créneau, qui estime que c'est lui qui a la légitimité pour annoncer le décès du chef de l'État. Après, vous avez Henri Konan Bédié, qui lui, à l'époque, estime que c'est lui qui peut donner l'information au peuple. Et ça s'est observé un peu chez nous quand il y a eu cette folle rumeur là. Vous avez le DCC qui est monté au créneau, vous avez le ministre de la Communication qui est monté au créneau, vous avez des ministres qui ont commencé même à demander des messes, etc. Ça fait des ordres et ça contribue davantage à créer une sorte à obscurcir déjà une ambiance qui n'était pas suffisamment claire et à induire les gens en erreur. Oui, tout à fait. Et
Maintenant qu'il est revenu, je pense qu'il a l'occasion de régler cette affaire. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de vivre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ou quand le chef d'État ne sera pas là demain, vous avez des gens qui estimeront que c'est eux qui ont la légitimité de prendre la parole pour s'adresser au peuple. Je pense que c'est pour moi, c'est une des grandes leçons qu'il faut tirer. Il doit rapidement remettre chacun à sa place, que chacun sache exactement ce qu'il a fait. Parce que pour moi, en fait, dans une communication de crise, en général, on cherche 3 choses. On cherche quel est le crime, le coupable et la compassion. Pour le cas d'espèce, celui qui aurait pu, qui a une proximité apparente avec le lieu où se déroulent les événements, c'est le DCC. Il n'y a pas de raison que le DCC, après qu'il ait fait une sortie, que les autres reviennent en rajouter une autre couche. Ça fait désordre, ça ne fait pas sérieux. Donc, ma religion sur le sujet est qu'il faut qu'on fasse désormais un peu plus attention, que maintenant qu'il est revenu, qu'il remette les choses en ordre, que chacun reste à sa place, que nous ne souhaitons pas vivre ce que les Ivoiriens ont vécu après le décès d'Houphouët-Boigny. Justement, Alexis Medjewan vient de suivre Guy avec Fongan qui parlait notamment des silences du président Paul Biya. Est-ce que justement, ce n'était pas la continuité de l'attitude du président depuis ces 40 dernières années? On sait on a un président qui est pratiquement toujours muet. Est-ce que le recul n'a pas été l'une des meilleures choses, notamment pour la presse politique, telle que le décriaient ici vos précédents panélistes? Effectivement, vous faites bien de parler des silences du président. Parce que nous sommes là dans une problématique de l'absence. M. Fongan l'a bien relevé. Parfois, nous pouvons vivre 3 à 4 mois sans aucun signe du président. Mais nous sommes parfois rassurés parce qu'on sait qu'il est là. Tout ce qui s'est passé était dû au fait qu'il était hors du territoire et on ne recevait pas de nouvelles. Il y a eu cette panique qui a même impacté la notation du Cameroun sur le plan international où son absence a poussé déjà les investisseurs et les bailleurs de fonds à paniquer. Et cela nous amène à quelque chose. Le président est une institution. Et aujourd'hui, l'administration des États de nos jours change parce que le moindre petit incident peut, lorsqu'on n'a pas suffisamment communiqué là-dessus, aggraver la situation d'un État. Et nos dirigeants devraient comprendre que si tout cela s'est passé, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas une parole officielle pour donner la bonne information. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'États communiquent avec le réseau X, l'anciennement Twitter, Facebook et autres. Personne ne monopolise plus l'information. Que ce soit la CRTV ou la chaîne de la présidence de la République, ils n'ont plus le monopole de l'information. Pour contrer les autres sources d'informations, il faut communiquer régulièrement de manière officielle. Lorsqu'on ne l'a pas fait, ça entraîne à ce genre de dérives que nous avons observées. Il faudrait que nos dirigeants gardent à l'esprit que le président de la République est une institution. Lorsqu'on est une institution et qu'on est hors du territoire et que des jours passent, il est parti pour des missions précises. Lorsqu'on a vu que ces missions-là se sont terminées et qu'il n'est pas rentré, c'est l'absence de communication sur le lieu où il se trouvait. C'est même moins la mort que le lieu même où il se trouvait et dans quel état il se trouvait qui a créé toutes ces zones de panique. Il y a encore le droit d'être malade, c'est un humain. Effectivement, c'est un humain. Et pour nous autres, nous voyons seulement les conséquences de ce genre de choses. J'ai parlé tout à l'heure du fait que beaucoup d'investisseurs, il y a eu des rendez-vous, vraiment des rendez-vous sur le plan économique qui étaient pris, mais qui ont été ajournés du fait que ce vent de panique s'est installé. Donc, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que lui-même, le chef de l'État, tire les meilleures conclusions de ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de ministres gesticuler, on a vu beaucoup s'empresser à organiser des messes qui ont été annulées. Or, généralement, lorsqu'on organise les messes, ça fait penser à quoi? Donc, moi, je pense qu'il faudrait un ordre désormais pour qu'on sache qui peut communiquer sur quoi lorsqu'il s'agit de l'institution du président de la République. Merci. Alors, Serge Alexis Lombard, vous êtes le maire de la commune de Nkondjock. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, madame Ga. Bonjour aux copanélistes et bonjour à vos téléspectateurs. Alors, ce vent de panique, il est également arrivé du côté de Nkondjock, là-bas, les populations. Vous avez eu de la panique parce qu'on a quand même vu la panique au sein du Sérail, hein, avec l'appel notamment aux messes en l'honneur du président Paul Biya. On n'a pas ressenti ce vent de panique. Non, on n'a pas ressenti ça parce qu'on fait autre chose.
on s'occupe à faire les choses tous les jours. Nous sommes des CTD, on ne s'occupe pas du président de la République. Ce n'est pas notre problème. En vérité, c'est un problème institutionnel, étatique, au niveau de la présidence de la République. Mais nous, ça n'a pas empêché de payer les salaires, d'aller faire les BIP. C'est ça, la mairie, faire fonctionner les marchés, donner de l'eau aux populations. Nous, on a continué à travailler sereinement. Donc, vous avez vu, le PCRN ne s'est pas agité, outre mesure, sur ce retour. Vous verrez sur il aurait quand même peut-être fallu une communication de crise, parce qu'on était pratiquement en temps de crise, avec cette annonce qui avait tendance à... Vous savez, notre pays est très compliqué. Mon voisin de droite avait l'information qu'il a refusé de donner aux Camerounais. Vous voyez? Mais il a cité l'exemple de la Côte d'Ivoire, docteur. Je vous dis, il avait l'information. Vous avez des médias comme Mediapart, en France par exemple, qui n'a pas besoin qu'on lui donne de quitus pour donner l'information. Donc, venez nous dire ça sur un plateau, excusez-moi, je trouve ça terrible. Ouais, pourquoi on ne veut même pas commenter ça? Peut-être le contexte socio-économique, politique ne permet pas que chacun prenne la parole et... Attendez, c'est pour ça que je vous dis, nous on ne perd pas le temps quand on a une échéance comme 2025 qui nous donne du fil à retordre, on ne perd pas le temps à gérer les stratégies des partis politiques. Non, pour nous, c'est un épiphénomène, si vous voulez, à la limite. Alors, le temps pour nous, je vous reviens, permettez, le temps pour nous de prendre la revue de la presse, une présentation de Cédric Tachago. Bonjour. C'est un retour qui aura fait parler la presse cette semaine. 3 mots ont suffi au quotidien gouvernemental Cameroun Tribune pour donner l'info. Il est là. Le président Paul Biya regagne la capitale Yaoundé après une participation au sommet Chine-Afrique à Beijing et un séjour privé en Europe. Comme l'ensemble des journaux, Prospective Nouvelle relaie le premier temps fort de ce retour au bercail, l'entretien nourri du chef de l'État avec le secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Gongo à la descente d'avion et les scènes de liesse de nombreux sympathisants à Simalène. Ce retour présidentiel vient surtout mettre fin à des rumeurs, nous rappelle le journal Le Drapeau, qui note que le président revient après 7 semaines d'absence marquées par de folles rumeurs sur son état de santé et un débat sur la vacance à la tête de l'État. Pas de répit pour le locataire des Toudis, à peine arrivé au travail, écrit le quotidien Info Matin. Le jour d'après, Paul Biya nomme des responsables au ministère de la Défense. Mais en 49 jours d'absence, le parapheur du président déborde selon Mutation, qui alerte sur les urgences et fait un rappel des dossiers dormants de la République. Bouclage de la loi de finances, Conseil supérieur de la magistrature, remaniement ministériel entre autres, le président a du pain sur la planche. Un autre dossier a fait jaser cette semaine, l'artiste Longuet Longuet sur la scène de la torture. La vidéo dévoilant les sévices corporels infligés à l'auteur de Ayo Africa a fait le tour de la toile. Le quotidien Le Messager de dire qu'on est au pays de la barbarie. Selon les faits relayés par le journal de Pius Ndiawe, Longuet Longuet payait ainsi le prix en 2019 après ses prises d'opposition au lendemain de la dernière présidentielle. Vague d'indignation, vague de réaction. Sous le choc, politiciens, musiciens réclament justice, relaient la nouvelle expression. S'en suivra la réaction du gouvernement en face. Le quotidien Le Jour rappelle dans ses colonnes l'enquête ordonnée par le ministère de la Défense pour faire la lumière sur l'affaire. Une affaire qui remet au goût du jour la problématique des droits de l'homme au Cameroun. Le journal Le Messager fait mention du plaidoyer et des réquisitions. À la faveur de la journée africaine des droits de l'homme le 21 octobre, le professeur James Mwange Kobila, président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, dresse sans complaisance un état des lieux des avancées et reculades en la matière. L'information économique de la semaine concernait les fonctionnaires fantômes. Et pour le journal spécialisé Econews, la chasse est désormais ouverte. La dernière circulaire du président Paul Biya fixe la fin de l'opération de comptage physique du personnel de l'État pour 2025. Plus concrètement, le quotidien Mutation annonce qu'ils sont en tout 6 000 dans le viseur de l'État. Revue de la presse, stop et fin. Bon dimanche. Merci à vous Cédric Tachago, qu'on va retrouver dimanche prochain. Alors Serge Gauthier Onanina, on parle là d'itinéraire d'une fausse information, sauf que
ce n'est pas la première. Le Cameroun, de plus en plus, fait parler de lui en termes de fausses informations. Oui, le Cameroun n'est pas une île en la matière. Moi, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux tout à l'heure. Je voyais une entreprise comme Orange, pas Cameroun, Orange, mais dans un autre pays, qui est en train d'alerter sur les fake news. Le thème de la journée internationale mondiale des journalistes 2022 s'intitulait « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Ça veut dire qu'à un moment, on s'est rendu compte que grâce au numérique, des gens se sont autoproclamés journalistes et se sont mis à la place du journalisme sans respecter même les procédures, les étapes de collecte, de traitement de l'information. Donc, nous sommes victimes on a envie de l'obésité du digital. Maintenant, ce qu'on a envie de dire aux téléspectateurs, à l'opinion, c'est de ne pas relayer systématiquement, de partager, de prendre du recul, de vérifier la source de l'information. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qu'on relaie. Et il faut faire attention. Et il faut leur dire, quand quelqu'un écrit activiste et influenceur, il n'est plus journaliste. Un journaliste est neutre ou objectif dans l'information qu'il diffuse. Il a collecté, il a traité. Un journaliste ne prend pas parti pris en vous disant Camerounais, je vous dis que ces gens du gouvernement-là, ils doivent partir, il est mort, effectivement. Quand il commence à dire ça, ce n'est plus du journalisme. Le journaliste dit, je suis allé à tel endroit, après avoir vérifié comme ça et tout, voici ce qu'il en ressort. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un travail de fond qui s'est fait avant de divulguer l'information. Moi, je voudrais revenir à une ou deux choses qui ont été dites sur le plateau, oui. Notamment en commençant par ma droite, Alexis Medjiwang, qui disait que le président doit changer. Le président a l'une des rares interviews du président. C'était sur France 24, c'était l'émission, c'était le talk de Paris, un peu comme on est à Dash Talk aujourd'hui. On lui avait posé une question sur son épouse. On lui disait, votre épouse Chantal Biya est jeune, elle est très dynamique, elle est très populaire. Et tu disais oui, justement parce qu'elle est jeune et que ça fait son âge. Moi, je suis conservateur. Très bien. C'est le mot-clé. Il le définit. Il est conservateur. Ce n'est pas quelqu'un qui change facilement les habitudes. La première des choses. L'autre, deuxième des choses que vous devez observer concernant notre gouvernement de façon générale, c'est que notre gouvernement ne communique pas beaucoup, sauf quand c'est en communication défensive. Il n'est jamais offensif. Vous allez voir, nos ministres et nos institutionnels ne sortent que quand on les a accusés de quelque chose. Ils n'anticipent jamais, ils ne peuvent, même lorsque c'est nécessaire, le droit à l'information, ils retiennent. Et la preuve, le syndicat national des journalistes du Cameroun vient de faire une sortie il y a 2 mois, dans laquelle la présidente était en train d'inviter tous les journalistes à ne plus couvrir les activités officielles des institutions publiques parce qu'ils retiennent l'information et méprisent les journalistes. Donc nous sommes dans un système dans lequel l'information ne circule pas. Quand moi j'ai vu le communiqué du directeur du cabinet civil, ça ne prouve rien. Pour moi, j'ai ri. En communication de crise, c'est vrai, il y a 3 étapes, le point de presse, la conférence de presse et le communiqué. Mais maintenant, les gens doutent. Ils doutent de la vie, de l'état de santé, de l'état physique de leur président de la République. Vous faites un communiqué, ça prouve quoi? Une vidéo avec la date du jour et l'heure aurait suffi plus qu'un communiqué. Si vous me dites que le président est en vie, il va à ses occupations, ainsi de suite, c'est monté, c'est descendu, qu'est-ce que ça prouve en termes de sa santé? Qu'est-ce que ça prouve en termes de sa vie exacte? Rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas parce que vous êtes directeur du cabinet civil que vous nous avez prouvé quelque chose. On est à l'ère du digital, les gens veulent des preuves davantage concrètes. Il faut que ceux qui nous dirigent s'arriment à ces réalités. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'un directeur du cabinet civil n'a pas besoin de communiquer. La présidente de la République doit avoir un porte-parole. Il doit avoir des points de presse. Pendant qu'ils sont là-bas, il a donné l'info. Le responsable de la communication de la présidente de la République travaille avec les journalistes. Parce qu'il y a un pôle où à la présidence, où on a pris peut-être 10 médias, grands médias, on a dit, vous êtes là tous les jours pour travailler avec nous concernant l'information présidentielle. Ça se passe partout ailleurs. Pourquoi ça ne doit pas être le cas au Cameroun? Pourquoi on doit faire le mystère sur la chose publique? La présidente de la République, c'est la chose publique. Le souci, l'obligation de transparence, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est pour ça que moi je dis, il y a également une différence entre le silence présidentiel et l'absence. Le président était à l'étranger, on l'a dit. Entre les visites qu'il est allé faire, annoncées officiellement, et la disparition, il y a absence.
les Camerounais se posent, il n'était pas silencieux, il était absent. Les Camerounais se sont inquiétés de l'absence, pas du silence. Parce que le silence, ça signifie qu'on connaît là où il est, mais le bon monsieur, en tant que président, peut décider de ne pas parler. Donc, c'est là. Et pour terminer, c'est le maire Lombard qui l'a dit sur le plan politique. Il s'agit là d'une stratégie. Et nous sommes tombés en majorité au Cameroun dans le panneau. On a permis à quelqu'un qui voulait, à l'équipe d'une personne qui voulait vérifier, sonder, évaluer encore sa popularité, son charisme et sa crédibilité. Et nous sommes tombés dessus. On a montré qu'on avait soif de le voir. Et ça va continuer. Ces équipes sont là depuis 8 mois déjà installées. Hein. Peut-être vous ne le saviez pas. Je ne vais pas citer les noms parce qu'on va dire que ici, là, comme on fouette maintenant les gens à tort et à travers. Bon, merci beaucoup, Serge. Alors, j'aurais dû peut-être passer la parole à Guy Hervé, mais vous êtes adressé au maire Lombat. Alors, certains ont dit, voilà, la campagne est lancée avec le retour du président de la République. C'était là une stratégie, selon vous, pour le président de lancer justement sa campagne, comme il y a quelques années, on a eu une annonce sur la mort du président Paul Biya. Je pense que contrairement à ce qu'il disait Serge Gauthier, tous les dimanches, c'est la présidence qui nous fait parler. Ils ont une communication assez spéciale. Ils font semblant de ne pas communiquer, mais ils communiquent. Voilà, nous sommes en train de parler depuis 45 minutes d'une histoire qui ne sert à rien. Non, nous parlons justement sur... Permettez-moi, nous parlons sur l'information qui a eu des preuves aujourd'hui. Vous avez remarqué, Madame Gare, que je ne parle pas beaucoup sur les plateaux. Je dis ce que je pense être nécessaire. J'ai dit qu'il y a un Camerounais célèbre qui a été torturé. C'est une information réelle qu'il faut relayer aux plus petits Camerounais. Oui. Et on est en train de parler des stratégies des gens. Donc nous alimentons les stratégies. Et vous dites qu'ils ne communiquent pas. Ils communiquent. Mais c'est une façon spéciale. Vous dites qu'il y a 8 mois, il y a des équipes, ils communiquent. Mais une communication spéciale qui nous fait tous les dimanches. Nous ne parlons que de la présidence. La preuve, Glencore, Eto, tout ce dont on a parlé depuis 1 an, c'est la présidence. C'est qui d'autre? Donc, il ne faut pas nous dire qu'ils ne communiquent pas. Vous disiez donc non, je parlais justement... Parce que moi, j'aurais souhaité quand même qu'on parle des choses qui touchent les Camerounais lambda. Alors, les Camerounais sont torturés, battus dans les commissariats, et nous, on vient parler depuis 1 heure, depuis d'ailleurs lundi. Depuis lundi, on ne parle que de ça. Et on parlera de ça jusqu'en décembre 2000. Nous, on ne parle pas de ça. Parce qu'on sait que ça ne nous apporte rien du tout. Très bien. On a un sujet justement qui va vous intéresser en seconde de partie. Alors, Guy Hervé, on parle justement de l'information qui est mise aujourd'hui à rude épreuve et peut-être à mal au Cameroun. Et on disait tout à l'heure que est-ce que ce sont le trop-plein justement d'outils informatiques, numériques, les technologies de l'information et la communication, est-ce que c'est le trop-plein de ces instruments qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à maîtriser justement la bonne information de la mauvaise? Il y a d'ailleurs les lois qui sont annoncées pour punir ceux qui sont responsables des fake news. Oui, c'est une loi qui existe déjà, la loi sur la cybercriminalité. 2014 et 2010. Elle n'est pas annoncée. Elle existe, effectivement. Elle n'est pas suffisamment peut-être relayée par les médias traditionnels, mais il faut que les gens prennent conscience du fait que relayer, même le simple relayeur d'une fausse information peut être poursuivi. Et c'est vraiment sanctionné. Ça, c'est établi, c'est légalement su. Et à côté de ça, il faut peut-être rappeler, parce que je peux peut-être comprendre peut-être la légèreté avec laquelle les politiques observent ce sujet. Mais j'ai envie de dire que ceux qui sont au premier plan concernés par la disparition du chef de l'État, c'est les hommes politiques. Parce qu'en réalité, dans le cas d'espèce... Pourquoi ? Je reprends justement, parce que dans le cas d'espèce, l'absence du chef d'État, ou alors sa disparition, risque de nous entraîner dans un chaos. Eux qui travaillent au quotidien à accéder à la magistrature suprême, risquent de se trouver dans une posture très inconfortable. L'idéal, à mon sens, pour eux, c'est d'avoir un chef d'État qui est présent et de le battre dans les urnes. Parce qu'au regard de ce qui se passe, en regardant les choses de manière froide et objective, un départ brusque du chef de l'État, dans le contexte actuel, ne fera pas beaucoup de bien aux hommes politiques. Mais ça ferait de bien à la nation ? Surtout pas. Voilà. Et donc ils ont intérêt à s'intéresser à son activité politique à lui,
quitte à eux maintenant, parce qu'il y a la stratégie, il y a la tactique, à réajuster leur démarche quotidienne pour être sûr qu'au moment venu, ils le battront dans les urnes. Parce que lui partant dans le contexte actuel, j'ai envie de dire qu'on risque de se retrouver dans un véritable désordre qui ne profitera à personne. Donc ils doivent s'intéresser à ce qu'il fait et où il est pour être sûr que ce qu'ils font là, c'est pour demain arriver et le battre dans les urnes et le remplacer parce que son départ ne profitera à personne. La deuxième chose que je voulais dire, c'est dire en réalité ils ont même aidé, malheureusement, les politiques, ils ont aidé le chef de l'État. Parce que ce sont eux qui ont entraîné la presse dans le fameux faux débat sur les 45 jours, qui n'existe nulle part. Et vous voyez bien que ça a profité au RDPC, qui a surfé dessus il a décidé de faire le mort, finalement. Et ça permet de jauger, de mesurer son capital sympathie vis-à-vis de la nation. Et maintenant, ça, je vous tiens peut-être peur d'en parler, mais on sait que c'est les praticiens BAM et les FM Fox qui travaillent sur la stratégie de communication du chef de l'État. Pour eux, c'était du pain béni. Du pain béni que leur a donné des hommes politiques, parce qu'ils ont décidé de faire le mort pour mesurer son capital sympathie, capital d'estime que le peuple aurait vis-à-vis de lui. Et vous avez vu que, malheureusement, on a passé 2 semaines un peu comme dans un foyer, votre épouse a dit depuis 2 semaines, vous commencez à être préoccupé par vous voulez absolument savoir où il est. Ça peut traduire 2 choses. Soit vous l'aimez encore, soit vous voulez absolument qu'elle disparaisse. Et à l'épreuve de la réalité, on a bien vu que cette épreuve, cette séquence-là a permis au régime en place de mesurer le capital sympathie que le peuple pourrait avoir pour lui. Et dans cette mise en scène, il a été grandement aidé par les hommes politiques. 30 secondes sur la question. Oui, prenez 30 secondes. Vous parliez de la responsabilité d'éthique. Oui, d'éthique. Et j'ai envie de dire que cet incident est en train de révèle depuis un certain temps, nous avons eu ce débat quelque part dans un grand forum sur la presse spécialisée au Cameroun. La seule presse spécialisée qui travaille bien au Cameroun et qui est crédible, c'est la presse économique, dans le digital. Regardez, tout le monde, quand vous cherchez l'information économique, vous savez que vous pouvez aller sur Eco Matin, Investir au Cameroun, ainsi de suite. Le quotidien de l'économie sans avoir à douter de ce qu'ils vont dire. Vous verrez rarement la presse politique dans le digital. Voici une info politique sur le président de la République. Personne ne savait où aller. Ça veut dire que sur le plan digital, la presse politique a du travail à faire. Les autres presse spécialisées, presse de l'environnement s'en sortent, sur la santé s'en sortent. Mais sur le plan, sur le plan politique, il faut que la presse digitale, la presse spécialisée politique travaille à la fois sa crédibilité, presse écrite, mais également l'audiovisuel, mais également dans le digital. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas fait exprès au Cameroun de ne pas avoir une presse politique spécialisée? Parce que même Cameroun Tribune n'a fait l'annonce qu'au lendemain de l'arrivée du président Cameroun Tribune est généraliste. Quand vous dites c'est exprès, ça m'amuse, parce que c'est une question que je vous pose. Eco Matin est détenu par un privé. Le quotidien de l'économie l'économie est détenue par un privé et ils sont crédibles, ils sont sérieux. Investir au Cameroun, c'est un groupe international qui est détenu par des privés. Mais est-ce que le contexte n'est pas un peu trop fermé pour qu'une presse privée... Je veux dire que si The Politics, parce qu'il s'appelle The Politics, ça veut dire que c'est une presse spécialisée, décide d'être crédible, ils peuvent le faire en faisant en sorte que de façon quotidienne et continue et permanente, ils traitent de l'information de façon rigoureuse et la rendent disponible. Je vous prends un exemple simple concernant le cas du président de la République et les 45 jours. On a plus passé le temps à écouter la presse, les leaders de l'opposition. Une presse sérieuse osait tout simplement faire appel aux universitaires. Tout simplement. Non, il y en a qui l'ont fait. Oui, mais à quel moment? Alors, oui, justement, je reviens sur la question de la responsabilité du numérique. Aujourd'hui, notamment au Cameroun, avec vous, Alexis Midjo, on a l'impression justement que c'est tout le monde qui a accès à ces formations, ça va et ça vient comme ça veut au Cameroun. Et on a l'impression justement que le secteur n'est pas régulé. On revient sur la régulation du secteur.
Bon, je ne vais pas répondre à votre question de cette façon parce que j'estime que les Serge Gauthier et autres, les journalistes en ont déjà suffisamment parlé. Moi, je pense que pour une problématique comme ce que vous avez choisi aujourd'hui, le retour de Paul Biya, pour nous autres, nous devons plutôt tirer des leçons. Parce que on a beau spéculer, accuser les médias, parler des politiciens et autres, quelque part, il y a une inquiétude. Nous avons un chef d'État qui est déjà là depuis 41 ans, 42 ans, bientôt. Et on sait que tôt ou tard, il partira. Ce n'est un secret pour personne. Moi, je pense que nous devons plutôt... Il y a eu une panique réelle, surtout du milieu des affaires. Il y a une panique réelle de ce qui devait advenir si jamais cette information s'était confirmée. Pour moi, je pense qu'il est temps qu'au niveau des institutions, qu'on puisse clarifier les textes, remettre des hommes sûrs que si jamais demain on en arrive à une telle situation, que le Cameroun reste debout. Et pour revenir à ceux qui parfois disent des choses, tout à l'heure, M. Fongan a parlé de battre le chef d'État aux élections. Bon, je me demande si lui, il est déjà là dans l'équipe communicationnelle du chef d'État pour savoir qui s'il sera candidat. Parce que c'est une candidature qui va étonner plus d'un. Parce que lui-même n'a fait aucun acte de candidature. Les Camerounais savent que 2025, le souhait de tous les Camerounais est qu'en 2025, qu'on ait quelqu'un d'autre qui puisse... Nous qui disons avec du recul... Quand vous dites que c'est un vieux pieux, mais vous n'avez aucune preuve, vous n'avez apporté aucune preuve. Lui-même ne s'est pas prononcé. Il sera candidat. Oui, parce que c'est parfois nous-mêmes, à travers ce genre de comportement, qui poussons quelqu'un chaque fois à bout. Après, nous nous plaignons. Après, quand vous venez dans un plateau, dire de telles choses, que lui-même n'a jamais dit qu'il sera candidat. Après, on va voir les appels au peuple. Non, à un moment donné, si nous aimons un patriarche, à un moment donné, sachons quand même, dit que oui, il a fait déjà ce qu'il fallait faire, qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Non, je dis, lui-même n'a jamais fait acte de candidature. Très bien, mais on a quand même permis, monsieur. Il sera candidat quand lui-même n'a rien dit. Donc, c'est nous-mêmes. Parce que je vais terminer avec ce que disait un philosophe, que les peuples n'ont que les dirigeants qui méritent. Parce que demain, vous serez sur un autre plateau pour critiquer ses actions, parce que vous l'avez poussé à bout et vous ne lui avez pas donné les coups de franche pour pouvoir tenir. Vous pensez que si aujourd'hui on est à passer 7 semaines sans le voir, c'est aussi dû aussi à son âge. Et quand c'est comme ça, soyez honnête. Moi, j'ai dit, tout Camerounais honnête doit pouvoir dire à un moment donné qu'on peut se reposer. Donc ne tenez plus ce genre de discours. Non, je veux dire ceci. Pardon, ne faisons pas souvent comme si on veut faire plaisir en tenant ce genre de discours que venez le challenger aux élections. Et on va déjà challenger plusieurs fois. Il a gagné. Cette fois-ci, ayons aussi le courage de plutôt le préparer vers son repos. Donc c'est ce que je dis, c'est nous-mêmes, nous sommes les propres fossoyeurs. Parce que moi, je suis honnête de le dire. Parce que vous dites le contraire. Et demain, vous serez les premiers à venir critiquer sa manière de gérer. Donc pour moi, pardon, que nous-mêmes encourageons aujourd'hui. Alors justement, c'est à vous que je donne la parole. Et puis, vous disiez tout à l'heure que c'est une sorte de campagne. On fait la campagne du gouvernement camerounais. Mais il ne faut pas oublier que ce sujet, selon plusieurs, participe également au musulman. L'information ou le musulman, aujourd'hui, c'est un sujet capital qui débouche sur plusieurs autres sujets. Que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit la société, le développement. Oui, c'est pour ça que je voulais répondre à M. Nanina pour lui dire clairement qu'il n'y a pas de presse neutre. Ça n'existe pas. Je n'ai pas dit qu'il y avait une presse neutre. Non, vous dites que le journaliste, vous avez fait une comparaison entre les activistes et les journalistes. Oui. Moi, je vous réponds très clairement en vous disant qu'il n'existe pas de presse neutre. Si vous prenez le cas de la France qu'on aime trop citer, il y a des presses de gauche et de droite. Oui, je suis d'accord. Vous ne verrez jamais une presse de gauche supporter la droite. C'est comme ça que ça se passe. Ici, chez nous, pourquoi vous n'avez pas une ligne politique claire? Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui mangent à toutes les tables. À partir de ce moment, quelle est la presse politique qui a dénoncé clairement que l'opposition n'est pas capable de s'unir, d'avoir des autorisations pour exprimer ses idées, et pas dans la rue, mais dans les meetings? Ça n'existe pas au Cameroun. C'est le rôle de la presse aussi. La presse le fait tous les jours. Ou quand? Où? Non, je vous dis non. Je vous dis non. Les meetings annulés sont abondamment relayés. Non, je ne parle pas d'annulation. Je parle même déjà du combat pour qu'ils aient eu lieu. Parce que l'annulation, c'est autre chose. Mais déjà, même pour qu'ils aient lieu, ces meetings, ça n'existe pas. Donc,
le problème est quand vous suivez un peu l'affaire, moi je suis très... Attendez, depuis la présentation des images de Sigmund Longuet, moi j'ai suivi des trucs extraordinaires, mais des combats entre les artistes dont on comprend directement que on voit bien qu'il y a des gens qui supportent le gouvernement. Même l'artiste, je ne veux pas citer le nom. C'est quand même incroyable. Vous avez le libre choix. Non, c'est quand même... Non, c'est pour vous dire... L'artiste Tralala a fait une C'est publication. pour vous dire. Je profite aussi pour répondre. On va pas en parler. Justement, c'est peut-être une virgule que je peux permettre. Oui, mais il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas vouloir... Lui, tout à l'heure, disait qu'on a prêté le flanc au RDPC d'encenser son chef. Non. En 2004, ce n'est pas nous qui avons encensé. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nouveau. C'est une redite. Ne faites pas comme si il y a du nouveau sur le soleil. Il n'y a rien. C'est pour ça que nous ne sommes pas intéressés à cette actualité de façon spécifique. Mais pourtant, ça toucherait toute la société camerounaise, comme disait Guy Hervé. Oui. Si le président venait à disparaître de manière il est naïf. Il est naïf. Il est naïf. Pourquoi? Regarde ce qui s'est passé au Gabon. Quelqu'un a gagné une élection présidentielle. On a donné les résultats à 4 h du matin. Et il y a un coup d'État à 5 h. Mais vous parlez de quoi? De quoi il parle? Il lui dit les journalistes a des informations fraîches. Mais c'est ce que vous avez dit. Vous saviez même que le président était vivant. Et je n'étais pas le seul. Vous savez? Bien sûr. Pendant que nous on s'occupait de donner aux populations, vous savez ces informations que vous n'avez pas relayées et que vous avez donc laissé le Cameroun s'embraser dans des rumeurs. Alors que vous pourriez arrêter ces rumeurs-là. Donc vous comprenez, moi je ne vais pas m'attarder dessus parce que je sais ce qu'il dit. Il dit, bon c'est la télé, il faut dire des bonnes choses, mais on sait qu'il n'en savait absolument rien. Je vous promets que je ne suis pas le seul. Non, il y a beaucoup de collègues quand même qui avaient l'information. Il y en avait qui savaient aussi qu'on a. Et je vous je suis d'accord avec le docteur parce que j'ai vu même des hommes politiques qui m'ont dit aujourd'hui une information, le lendemain une autre. Donc c'était vraiment, tout le monde spéculait. Même les proches, il n'y avait que les proches des DCC, comme il a dit, qui avaient la bonne information. Mais pourquoi ils ont donc attendu autant de temps que la rumeur enfle un peu plus pour pouvoir faire les différentes sorties que les ministres? Si vous avez eu aussi votre information à travers une rumeur, vous n'êtes pas sûr, vous n'étiez pas sûr. On n'a plus que 2 minutes et puis on va passer au second sujet. Vous avez la preuve de l'information, vous aviez comme une photo, vidéo. Messieurs, je ne vous poserai pas une question, mais je vous passe la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens sur le numérique, on a du mal au Cameroun à gérer les Facebook, Twitter, ces instruments-là? Oui, on a du mal à les gérer, sinon on ne laisserait pas des activistes et influenceurs dominer l'opinion et la masse avec des fake news. Mais ça continue quand même. On ne prendrait pas à partir un ministre de l'administration territoriale qui avertit sur la loi. Parce que ce que le ministre de l'administration territoriale a fait. Et pourtant, la loi est claire là-dessus. On est jusqu'à 2 ans de prison et des amendes allant de 5 à 10 millions de francs CFA. La loi est claire pour les responsables des fake news. Oui, mais le problème aussi, c'est peut-être, si on ne les suit pas, peut-être parce qu'ils sont à l'étranger, peut-être parce qu'aussi, ce même gouvernement fait partie des gens du système qui les entretient. Donc peut-être les entretient parce que si on viole, par exemple, vous êtes journaliste, vous savez que c'est une propagation de fausses nouvelles que de dire que le président de la République est décédé. C'est une diffamation même. C'est l'atteinte à l'honorabilité. Donc, il y a au moins 3 délits de presse qui sont piétinés là. Directement, quand le ministre parle, on dit oh, il est venu intimider la presse. Non, il rappelle la loi. Il n'a pas cité ça, mais il avertit. Il vous dit, vous êtes en train de vous... Là, ce sont des délits de presse que vous risquez de commettre. Et j'instruis le gouverneur de pouvoir anticiper dessus. Il n'était pas question de museler la presse. Parce qu'il n'a pas interdit à un journaliste de parler de la disparition du président. Il a parlé de la mort du président, donc de l'état. Voilà. Voilà, donc de l'état à partir de... Mais est-ce que parler de l'état de santé, Guy Hervé, est une atteinte à la loi ou on ce n'est pas un sujet tabou. Au contraire, on devrait... D'ailleurs, l'actualité la plus récente, la plus proche de nous, c'est l'élection aux États-Unis avec Kamala Harris qui a rendu public son bulletin de santé. Donc ce n'est pas un sujet tabou. Et plus proche de nous, on a vécu ça avec au Bénin
avec Patrice Talon qui régulièrement rendait public son état de santé. Ce n'est pas un sujet tabou. Et à côté, vous avez vécu au Maroc avec Mohamed VI. Donc les exemples comme ça en Afrique, on peut en citer, il y en a. Donc ce n'est pas un sujet tabou. Le chef de l'État a le droit de tomber malade. Ce n'est pas un surhomme. Et donc on devrait pouvoir relayer ça et rendre public son état de santé. Patrice Talon a été opéré 3 fois. Et à chaque fois, il rendait public l'état d'avancement de son état de santé. Donc, ce n'est pas un sujet tabou. Il est normal qu'un chef d'État tombe malade. Est-ce que dans notre cas au Cameroun, on a donc reçu ces informations? Il d'avoir relevé une communiqué du LINAT. Il ne parle pas de l'état de santé. Il parle de l'état. C'est 2 choses différentes. Le mot santé ne vient pas dans. C'est pas un sujet tabou, Gauthier. C'est pas un sujet tabou. Je précise une chose. Comment la risque de prendre public son état de santé? Le communiqué du LINAT que vous pouvez relire n'a pas le mot santé en lui. Donc, c'est pas un sujet tabou. Il dit l'état du président. Dans l'état du président peut avoir la mort. S'il avait dit l'état de... Écoutez, s'il avait dit l'état de... En tant que quoi? En tant que ministre de l'Intérieur, donc de l'administration territoriale. Mais ce rôle incombe au ministre de la Communication. Alors, non, du tout. Ah non, ce n'est pas la violation de la loi. Il n'a rien à voir. Si vous voulez qu'on vous rappelle, on rappelle les principes journalistiques. Écoutez. Le préfet du Fundi, peut venir interrompre une émission ici pour une raison, pour 2 à 3 raisons. Je vous les rappelle rapidement. C'est un journaliste qui vous parle. 1. Atteinte à la sécurité de l'État. On vient ici, on commence à révélation du secret défense. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, que les armes de la brigade de la gendarmerie de telle se trouvent dans telle salle. Le préfet vient arrêter ça. Ce n'est pas le ministre de l'administration. Vous encouragez ça? Mais est-ce que c'est un problème? Je vous parle de questions de défense. Non. Les questions de défense ne sont pas des questions de communication. Je prends encore un autre exemple. C'est trop facile. Le même média, ici, là, on vient, par exemple, on déclare, par exemple, on fait la promotion des mauvaises mœurs, monsieur le maire. Oui. Par exemple, l'homosexualité, quelqu'un est en train de faire, de faire la promotion, et c'est une émission relayée. Le préfet appelle, on interrompt. Parce que ça touche... On interrompt et après on fait quoi? Ça touche les questions de maintien d'ordre. Et après on fait quoi? Il y a des sanctions qui pourront probablement tomber. Maintenant, on interpelle le ministère. Non, écoutez... C'est ce que la loi dit, c'est pas moi qui dis. Je vous dis... Monsieur le maire, c'est bien... Dites-nous qu'il faut interrompre, mais après, il faut des poursuites judiciaires. Oui. Parce que si vous ne dites rien, c'est comme si on les prend, on va les fesser. Mais c'est ça le problème du Cameroun. Et je rappelle, je vous dis, monsieur Fongan, si on continue à fonctionner comme ça, on ne peut pas s'en sortir. Vous voulez combattre quelqu'un dans les urnes, alors qu'on n'arrive même pas à parler de ce qu'on veut, on veut nous orienter, on veut qu'on dise des choses qui plaisent à une seule personne. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, je le dis très sincèrement, et ça fait en sorte que les gens même sont découragés. Ils sont découragés. 2025, c'est dans 1 an. Et on est très embêtés de savoir que même dans ce qu'on appelle la presse privée, il y a une inféodation systématique. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et ça fait très mal. Parce qu'on se dit, au moins, il y a un espace où on peut s'exprimer. Mais vous arrivez sur un plateau, vous dites aux gens, écoute, parce que le sous-préfet n'a rien à faire. Le préfet n'a rien à faire que de venir interrompre une émission. Il a d'autres choses à faire. C'est même en interrompant qu'il va donner l'ampleur. On met la question sur les réseaux sociaux et Serge Gauthier a choisi de parler d'autre chose. Bon, je vais peut-être apporter une réponse supplémentaire pour dire que, en réalité, les technologies de l'info et de la communication ne sont pas mauvaises en soi, en elles-mêmes, mais c'est l'usage qu'on en fait qui peut être déplorable en réalité. Parce que voyez-vous, avec la démocratisation des canaux de l'information, ça peut aider à la construction même de la cohésion sociale aussi, à un niveau, comme ça peut déstabiliser aussi. Mais la première chose qu'il faut déplorer, c'est le diktat, très souvent, de ces réseaux sociaux-là, parfois sur certains médias traditionnels. Moi, ma religion sur le sujet est que c'est les médias traditionnels qui devraient donner le ton, et non l'inverse. Malheureusement, très souvent, on observe que il y a ce diktat-là. Mais maintenant, le bon côté, comme c'est l'usage qui peut être regrettable. Mais non, c'est l'exemple le plus illustratif, c'est le cas avec Longuet. Maintenant, je fais plaisir à monsieur le maire. Pour dire qu'en fait, c'est cette amplification qu'il y a eu sur ce fait-là, vous voyez, qui a même peut-être poussé les autorités, les voies les plus autorisées à réagir en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu cette effervescence-là, ce relais
avec beaucoup d'emphase là. C'est clair qu'on n'a peut-être pas eu ça. C'est peut-être ça aussi le bon côté de cette démocratisation des canaux d'information. Aujourd'hui, tout le monde a décrit avec ce que l'artiste a subi, c'est totalement inadmissible, inconcevable, c'est surréaliste. Ce qu'on peut infliger à un être humain, à la notoriété établie. Imagine ce que peut subir le bensikineur du quartier, la colbortueuse là-bas, Yamselam, si on réussit à faire subir ça à quelqu'un une telle notoriété. Ça veut dire que c'est que les autres au quotidien subissent pire que ça. Et donc les réseaux sociaux ont aussi aidé quelque part à amplifier les choses et à pousser la dénonciation et à pousser les autorités à réagir. Et on veut. Mais non, c'est que cette enquête on a un second sujet qu'on risque de ne pas les autres, parce que très souvent chez nous les enquêtes n'aboutissent pas, que ce soit pas une enquête pour protéger certains, mais avec la veille qui est faite tous les jours autour de ce sujet. J'ose croire qu'au moins pour une fois cette enquête aboutira. Moi ce que je l'ai dit, c'est que les réseaux sociaux viennent en réalité combler le vide laissé par les journaux traditionnels, la presse traditionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, la CATV n'aurait jamais parlé d'un sujet comme celui de Longueuil s'il n'y avait pas une amplification, justement, au niveau. Parce que personne n'en parlerait. Parce que la peur, vous savez, quand vous êtes derrière votre caméra, devant votre chaîne de télévision, comme ils disent, sociale, il n'y a personne. Il y a votre caméra, vous êtes en face, et puis vous débitez. Vous dites des choses que les gens officiels ne peuvent pas dire. C'est ça la réponse à votre question. Ils ont peur d'être tabassés. Je vous assure que l'affaire Longueuil va libérer un peu. On parlait justement de musulmans. Je crois que voilà des éléments de musulmans que vous... C'est ce que je dis. Je suis en train de dire que le problème, c'est qu'il faut contrôler le dérapage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme ils ne sont pas contrôlés, et finalement, on les rattrape toujours, vous savez. La plupart de ces influenceurs, ils ont la même mise sur eux. Parfois même, on les utilise pour les faire parler. Et après, on connaît la suite. Très bien. Quand vous allez, par exemple, dans les 10 secondes, il faudrait qu'on passe dans un pays comme la Chine, ils ont le réseau social Facebook est contrôlé et régulé de l'intérieur. Ouais. Vous ne pouvez pas mettre 10 ce que vous voulez là-bas. Donc, ce n'est pas impossible. Même chez nous, il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont capables de faire à ce qu'un réseau social soit contrôlé et régulé et de manière à ce qu'on ne puisse pas dire et faire ce qu'on veut et comme on veut. C'est possible. Très bien. La Chine l'a fait. Alors, on va passer au second sujet. Je suis vraiment désolé. Alors, Paul Biya, aussitôt rentré, le président a immédiatement pris le train en marche. Il s'est attaqué à un dossier très important, notamment celui du budget 2025. Le président Paul Biya a donc fixé le cap. On va donc suivre ce sujet que nous propose Cédric Tachago sur la circulaire du président de la République. Les 89 points de cette directive présidentielle s'adressent comme de tradition à l'ensemble du gouvernement et aux patrons de région. Le pays doit atteindre des objectifs de croissance et de développement et le chef de l'État ouvre par la présentation du contexte macroéconomique. L'économie mondiale connaît une reprise difficile, mais le FMI projette une légère croissance de l'ordre de 3,3% en 2025. Pour l'exercice à venir, l'objectif de l'action publique au plan national consistera sur cette base au renforcement de la dynamique de croissance. Ceci passe par exemple par le renforcement de la veille sécuritaire, l'amélioration du climat des affaires ou encore le renforcement des politiques fiscales. En perspective, le taux de croissance du PIB réel est fixé à 4,4%. Au plan des orientations générales de la politique budgétaire, le chef de l'État invite à la mobilisation efficace des recettes internes non pétrolières, l'élargissement de l'assiette fiscale ou encore la rationalisation des dépenses salariales. La décentralisation n'est pas en reste. Le président prescrit à cet effet la réduction des disparités et l'équilibre des territoires. Il faut noter que ces grandes directives du président Paul Biya arrivent au moment où députés et sénateurs sont appelés à reprendre du service. Le 12 novembre prochain s'ouvriront les travaux de la dernière session parlementaire de l'année, un moment consacré en grande partie au débat d'orientation budgétaire. Pour rappel, le budget de l'État pour l'exercice 2024 était fixé à 6 679 milliards, avec une augmentation de 533 milliards de francs CFA, décidée au mois de juin par le président Paul Biya.
bien voilà, la circulaire du président de la République fixe donc le cap pour le compte de l'exercice 2025. Je vais commencer par vous, monsieur le maire, puisque vous allez partir, vous êtes pris par les délais de temps. Alors le président demande qu'on mette un point d'honneur sur la décentralisation, notamment au niveau des communautés territoriales décentralisées qui attendent toujours les 15% qui ont été annoncés depuis. Mais ça ne sera pas fait. Pourquoi? Écoutez, regardez comment va le pays. Financièrement, est-ce que vous avez l'impression que ça va bien? Et puis, c'est inédit. Mais la circulaire du président est claire pour 2025. Ça a toujours été clair. Depuis. C'est pas nouveau, ça. C'est pas... J'aime toujours être surpris. Je préfère parfois prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais là, je ne suis pas sûr, avec ce que je vois, le pays n'est pas très bien. On va dire ça. Trop d'impôts. Extrêmement. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai passé en vue et je crois qu'il a envoyé 70 ou 65 articles. J'ai essayé de regarder. Je vois rien de... Je vois bien que la dématérialisation va continuer. Ça veut dire qu'ils ne vont rien investir et qu'en retour, ils vont... Bon, j'ai envie, je crois que ce n'est pas la première fois que je rencontre M. Alexis sur un plateau, on en parle. Je crois qu'il y a 2 ans ou 1 an, on a parlé. Je ne sais pas s'il y a eu un changement. Je ne sais pas si les recettes, en dehors des recettes fiscales qu'on attend pour un pays comme le Cameroun, où on exclut les recettes pétrolières, si j'ai bien lu, parce que vous savez, le droit, parfois, l'économie, c'est plus compliqué que ce qu'on lit, mais je n'ai pas l'impression qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire qui se passera en 2025. En ce qui concerne les CTD dont je suis issu, on a bien espoir, mais on pense que ce sera quand même difficile. Quand on regarde déjà comment s'exécute l'année 2024, je ne veux pas en dire plus, j'ai l'impression que ça ne sera pas de la rose. Ça ne sera pas de la rose. 17% des recettes non fiscales, je crois que c'est beaucoup quand on compare aux autres pays, comme par exemple la France, je crois que c'est 6%. Vous prenez, j'ai aussi vu l'Arabie Saoudite, je crois que c'est 3%. On se demande, mais où passent même en réalité nos richesses? Parce que si un pays comme la Libye, en son temps, a pu quand même avoir un meilleur état de vie, parce que si j'ai bien compris, cette circulaire, elle vise à donner aux Camerounais un meilleur niveau de vie. Et comment on va le faire? Comment on va le faire avec des sociétés qui ferment tous les jours? Et ce sont ces sociétés qui payent les recettes fiscales et tout. Comment on va faire ça? Si l'État ne fait pas des choses pour qu'en retour, les entreprises se battent pour pouvoir produire ces choses à l'État, on ferme tous les jours, on scelle. C'est extraordinaire. Moi, je vois que c'est presque de Reddit. Le fiscaliste nous dira s'il y a des choses nouvelles. Parce que vous savez, nous, on a des lunettes qui ne sont pas forcément des loupes. Voilà. Donc, alors, justement, Alexis Medjewan, le document renseigne que l'objectif du gouvernement demeure la transformation industrielle du tissu productif et surtout l'amélioration des conditions de vie des populations, comme le disait M. Lomba tout à l'heure. Oui, déjà, sur la forme, il faut déjà noter que cette circulaire a été signée le 23 octobre, très bien tard. Si vous avez souvenance, il y a de cela 5 ans, c'est généralement en fin juin que le chef d'État signait la circulaire, parce qu'en fait, il s'agit de la circulaire des cadrages budgétaires, le document sur lequel le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, les chefs des régions s'appuient pour préparer le budget de l'année à venir. Bon, dans la tradition des finances publiques, c'est généralement courant juin et juillet que le chef d'État signe cette circulaire de cadrage. Parce que c'est cette circulaire de cadrage qui fixe les grandes lignes de préparation du budget à venir. Il a été signé bien tard, le 23 octobre 2024. Il est placé sur le site du budget d'impulsion. Lorsque vous voulez impulser véritablement, ça veut dire que vous ouvrez le débat longtemps avant. Je vais prendre des exemples. Ces 3 dernières années, si vous avez observé, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises dans les lois de finances et qu'à peine l'année budgétaire commencée, ces mesures ont été suspendues. Et pourquoi ces mesures très souvent sont suspendues? Je vais prendre le cas de la mesure sur les attestations de conformité fiscale qui visait tout le monde. Et le 5 janvier,
le ministre des Finances a pris une note pour demander la suspension de l'application de ces mesures aux élèves, aux étudiants et aux personnes malades. Je prends également la mesure sur la fiscalisation. La fiscalisation de certains éléments d'avantage en nature des salaires qui également le ministre courant mars, plus précisément je crois le 12 mars, a demandé que ces mesures soient suspendues. Posons-nous la question, si de plus en plus il y a ces genres de mesures qui n'arrivent pas à marcher, j'en oublie même, vous prenez la mesure sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus. À chaque fois on ne fait que repousser les délais. C'est parce qu'à la base, ce sont des mesures qu'on ne prend pas dans un esprit d'adhésion, de concertation, de discussion. Vous voyez que beaucoup de ministères vont se précipiter à prendre des mesures qui vont paraître sur papier, des très bonnes mesures, mais parce que ces mesures n'ont pas suffisamment été mûries, suffisamment été discutées, suffisamment été préparées, ces mesures, parfois, à un moment donné, risquent de ne pas se voir véritablement appliquées. Donc, sur la forme, il faut déjà noter ce retard. Mais lorsqu'on le parcourt, ce n'est que la suite et la continuité des autres circulaire qu'on a souvent observé. Il faut simplement noter que cette circulaire ouvre une nouvelle ère d'un autre programme triennal parce que le budget du Cameroun depuis près de 7 ans sont des budgets programmes. Donc, c'est des budgets qui s'étendent sur 3 ans minimum. Programme, pourquoi? C'est pour dire qu'il y a des projets qu'on peut entamer et qui vont se chevaucher sur plusieurs exercices budgétaires. Donc, c'est l'ouverture d'un nouveau programme budgétaire qui va s'ouvrir en 2025. Donc, vous voyez d'où l'importance du budget qui sera soumis aux députés et posé sur la table des députés à l'ouverture de leur session parlementaire consacrée et bien entendu au vote du budget. Le 12 novembre. Très bien, le 12 novembre justement, Serge Gauthier, on a donc les députés, les sénateurs qui vont se retrouver pour la 3e session de l'année et on a Alexis Medjiouan qui disait que c'est un peu tard ce document, cette circulaire du président de la République. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que l'impact sera plus pesant sur justement ce budget qui risque de ne pas être étudié comme il le faut véritablement? Je ne sais pas si les députés étudient souvent le budget puisqu'ils ont la majorité. Ça passe comme une lettre à la poste. On étudie le budget quand il y a une opposition qui peut consistante, qui peut y apporter des limites. Ici, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais ce qu'il faut, moi, derrière des questions, des interrogations, des observations, d'abord, je constate que le budget aura augmenté de près de 1000 milliards. Ça veut dire 17% de machin. On ne peut non plus dire que c'est négligeable, mais comment ils feront pour récolter tout cela, parce qu'un budget, ce n'est pas de l'argent qui existe quelque part. Donc, 1000 milliards, 17%, ça fait qu'il y a une augmentation. Maintenant, quand on a près de 3998 milliards, je ne sais pas moi, près de 4000 milliards de recettes fiscales sur lesquelles on compte, la question du Camerounais que je suis, c'est quelle est la part de l'investissement et la part du fonctionnement? Parce qu'en fait, quand on parle d'impulsion économique, ce qui impulse l'économie, c'est l'investissement. Le fonctionnement, c'est votre maison, vous achetez le carburant, vous payez les factures. Au Cameroun, l'investissement n'a jamais dépassé 30%. Les spécialistes comme Babi Sakana, qui écrivent tous les jours, chaque année, des lettres ouvertes au président de la République, disent que si vous voulez faire décoller l'économie, vous devez augmenter la fourchette de l'investissement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, concernant l'impulsion socio-économique, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, c'est la maîtrise de l'inflation et de la vie chère. Or, vous ne pouvez pas maîtriser l'inflation et la vie chère tant que vous n'avez pas réhabilité la Sonara. Pourquoi? Parce que le prix du carburant a un impact systématique sur les coûts de production et le train de vie. Vous avez vu, dès que l'on a augmenté 100 francs sur le carburant, tout le monde, le prix de tout a augmenté. Parce que nous n'avons pas eu raffinerie. Si nous avons une raffinerie qui fonctionne, il y a un certain nombre de charges qui ne nous seront plus impactées ou imputées. Donc il faut l'urgence. Je n'ai pas vu ça dans le budget, je ne vois pas. Peut-être je me trompe. Il y a l'import-substitution. On a parlé là de l'import-substitution. J'ai ri, le président. Il y a eu 109 milliards ou 102 milliards pour le plan triennal jeune. Vous pouvez me donner une indication statistique, je parle en présence d'un fiscaliste, le nombre de points que ça a apporté à notre PIB.
Si on parle de l'import substitution, on doit être sérieux. Sérieux, pourquoi? Parce que ça a un impact sur la vie chère et sur la maîtrise de l'inflation. Pourquoi il y a l'inflation? On a pris les questions des coûts de production avec l'augmentation du prix du carburant, mais également la question que nous importons, ce que nous consommons. Et ça, de l'incident, nous subissons les cours mondiaux, les questions de transport et autres. Madame Ga, au Cameroun, il y a des individus, des privés qui ont décidé de mener, il n'y a pas que le gouvernement, avec la complicité du gouvernement qui met la vie chère aux gens. Nous avons 70 millions d'hectares de terres cultivables, arables, près de 400 000 kilomètres carrés de terre également qu'on peut irriguer, c'est-à-dire que quand voilà, des gens achètent du riz à 300 milliards, du blé à 300 milliards de francs, du poisson, ils ne produisent rien. Ils ne font aucun effort de produire. Ils aiment le Cameroun. La meilleure manière de baisser le prix, donc la vie socio-économique, l'impulsion socio-économique, c'est qu'on produise, parce que si on produit localement et à masse, ce qu'on consomme. Nous n'allons plus, il n'y aura plus la fiscalité, il n'y aura plus les questions de transport, la fiscalité sera réduite. Le prix du riz ne coûtera plus 550 francs le kilo, parce qu'on le produit localement et beaucoup. Donc il faut encourager à travers l'import substitution une production locale à travers la création de grandes zones industrielles. J'entends là qu'il faut ouvrir les plantations, les routes, j'ai vu là les routes, les pistes pour maintenir la même production. Non, il faut faire décoller cette production. Donc, on doit être dans l'agro-industrie. Donc, voilà au moins de façon ramassée. Oui. Les choses sur lesquelles ce budget doit travailler. Moi, je suis amusé parce que on aura 4 000 milliards, mais ce sera pour faire quoi? Ouais, très bien. C'est ça la question. Alors, Guy Fonga, on parle de l'augmentation du budget de pratiquement 17%, soit un peu plus de 1 000 milliards de francs CFA. Beaucoup ont peur justement que cela ne soit répercuté encore sur les taxes et encore sur les impôts qui déjà asphyxient le citoyen camerounais. J'ai envie d'entrer en disant deux choses. Rappeler ce que le chef de l'État voulait qu'on retienne de lui quand il est arrivé au pouvoir. Celui qui apporte la démocratie et la prospérité. Il voulait qu'on retienne ça de lui. Et 40 ans plus tard, on est obligé de penser que la prospérité est très loin derrière nous. Et il avait même demandé aux gens de serrer les ceintures. Parce que la vie sera de plus en plus dure, dans plusieurs de ses discours. Et donc les Camerounais ont tellement serré la ceinture que certains ont fini par s'étrangler au regard de la dureté et la chérité de la vie. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'embêtement cette circulaire du chef de l'État, au moins la toute dernière, et je me suis rappelé la rentrée économique du patronat en septembre, ça fait environ un mois, donc j'avais la chance d'y être, et un certain nombre de constats clairs ont été faits avec beaucoup de pertinence. Quand je regarde cette loi de finances, je suis très inquiet quant à la qualité de la vie du citoyen en 2025. Parce que voyez-vous, les performances du Cameroun sont en deçà des objectifs fixés dans le DSCE et dans le SND 30. C'est en deçà. C'est-à-dire que ce soit le DSCE et le SND 30, on a lamentablement échoué. Et on est en train de spolier le Camerounais tous les jours avec un État qui est prébondier. Donc cette augmentation du budget, en réalité, les bonnes questions, je tiens à commencer par là, il faut quelle est la part de l'investissement et la part du fonctionnement. On a malheureusement un budget, donc l'essentiel, près de la moitié est consacré au fonctionnement. Et ce n'est pas de nature à rendre dynamique notre activité économique. Et aujourd'hui, le nombre, par exemple, de la pauvreté a constamment augmenté de 2 millions. Aujourd'hui, on est à 10,5 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 500 francs au quotidien. Donc, on a augmenté de 2,5 millions de plus. Oui. Donc, ça veut dire que plus les années passent, ça c'est les rapports de l'INS que tout le monde peut vérifier. Donc, plus les années passent, plus ce Camerounais vit dans un misérabilisme déconcertant entretenu par les pouvoirs publics. Il y a des leviers simples qu'on peut activer pour améliorer la qualité de vie, comme ça semble être l'intention de cette nouvelle loi de finances. On a vécu tout à l'heure dans les différentes prises de parole le prix du carburant puis du pétrole. On ne dit pas suffisamment aux gens que dans le prix à la pompe, il y a 26 taxes. Il y a 26 taxes. Dont la soi-disant subvention qui est brandie tous les jours, comme on a en réalité, c'est
c'est de l'enfumage en réalité. Parce que l'État prélève à lui seul 26 taxes sur le prix du carburant qui arrive à la pompe. Donc en réalité, un des premiers actes forts, et tout le monde sait, les répercussions que peut avoir le prix du carburant dans la qualité de vie, parce que ça rejaillit dans tous les aspects de la société. Donc il s'agit simplement de manière claire et concrète de commencer par réduire tous ces taxes-là et qu'on ait le prix du carburant ou du pétrole qui revient à moitié prix. C'est possible. On l'a suffisamment démontré pas seulement par Babi Sakana, mais par tous les économistes sérieux l'ont démontré avec beaucoup de personnes. Les 26 taxes-là qui sont greffées au prix du carburant à la pomme, on peut les réduire de moitié et avoir un prix du carburant qui coûte la moitié du prix actuel. Voilà. Ça, on peut le faire. Ça va, de manière visible, impacter la qualité de vie des populations. Et même aujourd'hui, la soi-disant subvention accordée au prix du carburant, on aurait pu au moins construire 2 raffineries. Au moins déjà 2 raffineries, avec tout ce qu'on prétend avoir mis pour subventionner le prix du carburant. Donc, il y a une absence de volonté politique réelle pour impacter le quotidien des Camerounais. Aujourd'hui, on parle d'impôt substitution. Est-ce que vous savez, par exemple, que et je me réjouis que les parlementaires entrent en session bientôt, il y a au sein de l'hémicycle un groupe parlementaire qui défend le Made in Cameroun. Je crois que c'est l'honorable Joshua chez quelques-uns qui patronnent ce groupe parlementaire-là. Ce qu'on ne dit pas pour que le Made in Cameroun soit davantage visible, d'aller consommer local. Le chef d'État l'a très souvent dit, il faut consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Sauf qu'à l'épreuve de la réalité, vous savez que quand vous allez dans toutes les boutiques, pour rester très factuel, un pain de patate vous coûte environ 600 à 700 francs. Alors que la baguette de blé vous coûte 125 francs. 125. Voilà. C'est-à-dire que ces produits qui sont censés être accessibles pour le Cameroun moyen, en réalité, devient un produit de luxe. Parce que vous produisez l'huile de palme raffinée. Le nombre de certifications qu'on demande en réalité, on demande près de 20 certifications. Et la plus petite coûte 300 000. Donc ça décourage même ceux et puis on vous enferme dans les normes exigibles en réalité. Donc ça empêche même ceux qui veulent développer l'économie de se déployer sereinement. Parce que, comme le GECAM l'a dit, on est dans un état prébandier qui a s'attelle au quotidien, qui fait une obsession pour élargir l'assiette fiscale et prélever l'argent par tous les moyens et en sacrifiant le Cameroun lambda qui a écouté le chef de l'État, a serré la ceinture, mais qui, au fil des années, est en train de s'étrangler au regard de la qualité de la vie chère. Alors, Alexis Medjewa, on a Guy Hervé Fongan qui parle des performances du Cameroun qui sont très faibles, peut-être même nulles. Mais n'oublions pas également que le Cameroun, lui, il encourt un risque de surendettement puisqu'on parle de sa dette publique à la fin du mois de juin 2024, évaluée à plus de 13 milliards de francs CFA. Il est déjà surendetté, le Cameroun. Chose qu'on ne dit pas clairement aux populations. Nous sommes déjà surendettés. Je voudrais juste te dire que ce qui a été signé le 23 octobre 2024. Ce n'est pas un crime de s'endetter, Alexis. Parce qu'il y a la dette vertueuse. On peut s'endetter pour améliorer la qualité de vie des populations. Sauf que notre endettement, ce n'est pas une dette qui est vertueuse, comme disent les économistes. Effectivement. Je disais, ce qui a été signé, c'est une circulaire qui va orienter la préparation du budget. Parce que dans les débats, nous nous comportons déjà comme si c'était déjà le projet du budget. Non. Puisque ici, on ne nous a encore dévoilé comment ce budget sera réparti. Il a fixé les grandes lignes. Il a dit qu'il sera augmenté de 17% environ, en valeur relative. Et il a donné les grandes orientations, aussi le plan économique, social, culturel. Il a dit qu'il y aura une accélération de la décentralisation. Donc, on ose croire que certainement, il y aura des dotations. On va passer des 2% à peut-être 5%. Que le projet du budget, qui certainement est déjà préparé. Parce que ce n'est pas en 2 semaines qu'ils vont le préparer pour le déposer sur la table des députés bientôt. Donc, c'est pour dire que c'est lorsque ce projet sera à notre disposition qu'on va devoir juger des couleurs qu'aurait annoncé cette circulaire de cadrage budgétaire. Cependant, il faut quand même noter quelque chose. D'année en année, on se pose toujours la question à quoi nous sert le budget. Très bien. Le budget étant un document qui fait une prévision entre les recettes attendues de l'État et son utilisation, ressources et emplois, son utilisation en termes de dépenses. Nous nous rendons compte que depuis plus de 20 ans, 2 décennies,
le Cameroun, en matière de recettes, notamment les recettes fiscales, c'est-à-dire les recettes des impôts et taxes et les recettes douanières, va toujours au-delà de 100% de recouvrement. Si vous êtes d'accord, chaque fois la douane est félicitée parce que ils atteignent souvent, une année, on a atteint 106% de recouvrement. Pareil pour l'administration fiscale des impôts et taxes que je maîtrise le mieux, ils sont toujours au moins à 94% de pourcentage de recouvrement des recettes. Oui. Bon, cependant, ce qu'il faut regretter et déplorer, c'est que de l'autre côté, en termes de dépenses, chaque année, on est incapable d'utiliser les dépenses prévisionnées. Comme pour dire quoi, vous allez voir tous les projets que nous lançons. Parfois, on n'arrive même pas. Le budget d'investissement public. Tout le monde dit qu'il faut accroître le budget d'investissement. Mais est-ce que vous savez qu'on n'a jamais atteint 70% de consommation des budgets d'investissement? Pourquoi? Parce que notre code des marchés... Mais pourtant, on continue de s'endetter auprès des bailleurs de fonds, des bailleurs publics. Non, nous nous endettons. Est-ce que vous savez que la plupart de notre endettement, c'est pour rembourser la dette? Tout à l'heure, dans le reportage, votre journaliste a évoqué que ce budget, le budget 2023, a connu une loi de règlement, c'est-à-dire une augmentation en cours de route, notamment au mois de juin, où il a été augmenté de 500 milliards environ. Mais ces 500 milliards environ, c'était qu'il fallait aller continuer de s'endetter, mais pour en grande partie rembourser la dette. Donc, oui, je voudrais ici souligner le fait que il faudrait qu'à un moment donné, si ce budget doit véritablement remplir ses fonctions, c'est-à-dire les fonctions d'un budget, c'est de pouvoir influencer l'économie, le social. Très bien. Et les autres, l'économie, le social, le culturel, le sportif, il va falloir à un moment donné qu'en termes de dépenses, que nous puissions rationaliser nos dépenses. La rationalisation des dépenses passe par quoi? Que le budget de fonctionnement soit revu, soit rationalisé de manière à réduire les postes de fonctionnement qui ressemblent un peu à de la gabégie. Je ne vais pas citer ici les consommations abusives de carburant, achat de véhicules. On a vu des scandales. Des véhicules des membres du gouvernement. Voilà. Il va falloir les rationaliser véritablement. Il me souvient même que le chef d'État, en début d'exécution de ce budget, le secrétaire général de la présidence de la République avait pris une note adressée aux autres ministères leur demandant de rationaliser ces dépenses-là. Bon, très souvent, on attend que dans ce projet de budget qui va venir, qu'on sente véritablement, parce que ça se présente en colonne, hein, on peut comparer, que par rapport à 2024, que nous sentions que certains postes de dépenses de fonctionnement ont véritablement baissé. À ce moment, il faudrait donc maintenant que pour les dépenses, que le gouvernement se concentre sur les dépenses d'investissement. Je suis d'accord avec les autres panélistes que nous devons investir. Cependant, ces investissements doivent être des investissements à impact sur la croissance. Et également des investissements qui seront accélérés dans leur mise en œuvre. Vous avez vu l'annonce de la poursuite de la construction de l'autoroute Yaoundé, voilà, où on annonce près de 800 milliards pour la construction. Il va falloir certainement, comme c'est un budget, je vous ai dit, c'est un budget qui va s'étendre sur 3 exercices. Donc, il n'est pas exclu qu'au courant 2020-2025, qu'on relance les travaux de la construction de l'autoroute, étant donné qu'on annonce un délai de 36 mois, ce qui signifie que ça va s'étendre, ça va couvrir jusqu'en 2027, effectivement, 3 exercices budgétaires. Mais maintenant, pour qu'on puisse atteindre cela, il va falloir qu'au niveau de ces investissements, que ce soit des investissements faits dans l'esprit de voir rapidement le retour sur investissement. Parce que vous-même, lorsque vous avez une boutique à construire, si vous passez 5 ans à construire une boutique qui pouvait être construite en 2 ans, celui qui aurait fait la même boutique en 2 ans, avant que vous ne terminiez, ayant dépensé 3 fois plus, il aurait eu un retour sur investissement parce qu'il aurait eu des locataires et il aurait déjà récupéré son investissement. Alors, Serge Gauthier, selon le document de programmation économique et budgétaire, la dette du pays ne doit pas dépasser 10% du PIB au cours des 3 prochaines années. Sauf qu'on a quand même peur que... Je venais de regarder les mélanges du professeur Tounamama et l'une de ses thèses, parce qu'il est conseiller technique au Premier ministère. L'une de ses thèses de doctorat, c'était sur le caractère soutenable de la dette, les limites de la soutenabilité. Et il disait,
Une dette publique a des limites de soutenabilité. On ne doit pas s'endetter de façon indéfinie. C'est très dangereux pour la République. Pour que l'État ne s'endette pas, je maintiens, il faut que nous produisions localement et en masse. Parce que si nous produisons localement en masse, nous aurons des devises. Nous aurons deux avantages. Le premier avantage, c'est que concernant la devise, puisque quand nous achetons à l'étranger, les devises que nous avons en dollars, parfois ça manque. Nous n'aurons plus besoin d'aller dépenser cet argent. Ensuite, il y a de l'argent, de la recette, les 300 milliards ou je ne sais pas moi, 250 milliards du blé. Parce qu'il y avait quelque chose d'important que je voulais dire concernant le GICAM. Moi, je dis, c'est là, il ne dit rien de bon. Le GICAM, pour produire du riz au Cameroun, le riz, c'est comme le maïs, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Le GICAM achète, les gens du GICAM qui bavardent beaucoup là, ils partent acheter bloc qu'on ne produise le riz au Cameroun. Le blé, c'est 3 mois. Une machine produit 50 hectares. Ça veut dire que avec 5 machines, à 50 hectares x 10, ça fait 500 hectares multipliés par 3 mois. Bon, je crois que malheureusement, la technique me fait signe. Alors, Guy Hervé, s'endetter pour rembourser notre dette. Le Cameroun est dans un cycle infernal. Encore qu'il y a des dettes vertueuses, on peut s'endetter pour améliorer la qualité de vie des populations. Les États-Unis, c'est un des pays les plus endettés au monde, mais la qualité de vie des citoyens est telle que ça ne se ressent pas au quotidien parce que là, un train, il a une qualité de vie qui est visible. Et puis, il faut rapidement dire à Serge Gauthier qu'à la vérité, ce n'est pas le GICAM qui a fermé la Sodé Blé, ce n'est pas le GICAM qui a fermé la Maïscam, la SCAN, etc. Ce n'est pas le GICAM. Ce n'est pas le GICAM. Mais je milite également pour que, dans notre pays, on ait de moins en moins de Bayam Selam, mais qu'on ait de véritables capitaines d'industrie qui peuvent transformer l'économie. Mais pour y arriver, nous autres, petits entrepreneurs que nous sommes au quotidien, on est martyrisés par la pression fiscale. Il faut que l'État crée les conditions pour permettre aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs locaux, de se déployer dans un environnement qui est sain. Parce que si on est dans notre système où on a un État voyou, le mot n'est pas de moi, c'est Jean-François Bayard, qui passe son temps avec cette pression fiscale-là. Ce n'est pas de nature à mener les gens à entreprendre. Il faut revoir cette politique et encourager les gens à entreprendre. Très bien, merci à vous Guy Hervé Fongan, vous êtes le directeur de publication de The Politics Hebdo. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous là, ce jour. Merci à vous également Serge Gauthier Onanina, vous êtes journaliste politique, c'est mieux. Alexis Medjewan, fiscaliste agréé, c'est Makandi également. Merci à monsieur le maire qui était avec nous. Dash Talk, c'est la fin de ce premier numéro. On se retrouve avec le même plaisir dimanche prochain.